Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce 5e webinaire, celui de notre série que nous avons commencé il y a 2 semaines maintenant, évidemment, sur la réouverture. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène, nous sommes avec Guillaume, avec Flavien, avec Arnaud, on les présentera un petit peu plus tard. Et évidemment, dans cette série sur la reprise, aujourd'hui, nous allons discuter du dernier point, comment préparer la relance avec votre fichier client, avec votre e-réputation. Je laisse à tout le monde, évidemment, le temps d'arriver. Bonjour. Je rappelle 2 points importants. Évidemment, c'est le 5e. Il y en a 4 précédents. Vous avez le lien en fin de webinaire. N'hésitez pas à aller regarder les 4 précédents sur les différents sujets, la gestion hybride, click and collect Reza, les flux de Reza qui vont arriver, les nouvelles tendances consommation. Plein d'intervenants sont venus. N'hésitez pas à le regarder. Deuxième point, sur votre droite, vous avez différents onglets. Il y a un onglet chat. Bien entendu, vous pouvez discuter, échanger avec les autres spectateurs. Même nous, on pourra le voir. Vous avez également un onglet questions. Si vous avez des questions sur la conférence à poser aux différents intervenants, n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions. Posez cette question, elle sera notée. Évidemment, tous les spectateurs pourront mettre une note signalant que ça les intéresse. Et évidemment, en fin de webinaire, on pourra traiter toutes ces questions. Il y a une dernière partie, c'est la partie sondage. 3 questions vous seront posées. Je vous invite évidemment à y répondre sur votre ressenti par rapport au thème d'aujourd'hui. Et bien entendu, on pourra pourquoi pas le regarder, intervenir un petit peu plus tard. Je laisse quelques secondes encore, un petit moment. Il est 15h02. Alors, évidemment, on va essayer de tenir, je pense que vous connaissez tous l'actualité d'aujourd'hui, on va essayer de tenir l'heure maximum. On sait bien qu'il va passer à 16h. On sera dans les clous, tout simplement. Je vais commencer par la présentation de nos intervenants du jour. Je me lance. Nous avons aujourd'hui avec nous Hélène Binet, évidemment journaliste pour Un œil en salle. Bonjour à toutes et à tous. Hélène qui, évidemment, connaît par cœur les métiers de la salle. Nous avons également Arnaud, le responsable du St. James, depuis une bonne année. Depuis septembre 2019. Bon, ça marche. Nous avons également Flavien Develay qui, lui, est au Grand Véfour depuis plus longtemps que ça, il me semble. Hein. Depuis un petit peu plus longtemps que ça, évidemment. Ça fait une petite dizaine d'années. Ça marche. Et pour terminer, nous avons Guillaume qui est le rédacteur en chef. Ça va. Et pour terminer, je disais, nous avons Guillaume qui est le rédacteur en chef de Food and Sense. Depuis quelques temps, toi aussi, il me semble. Depuis environ 5 ans, oui. Ça va. 5 petites années. Bon. Et pour ma part, toujours pareil, je suis le responsable commercial de l'équipe Guest Online, notre outil de gestion des résas. Qu'est-ce que l'on va avoir au programme aujourd'hui concernant notre sujet? Bien entendu, le contexte. Bon, le contexte, tout le monde le connaît. On rappellera évidemment quelques chiffres. On sait ce qui va se passer à 16h. 3 points importants sur notre sujet. Comment exploiter au mieux son Cardex, comment utiliser son e-réputation en période de Covid. Et évidemment, on terminera par les avis en ligne. Est-ce qu'ils sont plus que jamais au cœur de l'attention des clients? Je rappelle encore une fois, vous avez une partie de chat pour nous écrire, vous avez une partie questions si vous voulez qu'on traite vos questions à la fin. Sachez qu'on s'est gardé 15 minutes, on finira bien entendu à l'heure. Et vous avez une partie sondage. On annoncera les questions du sondage, je vous invite à y répondre. Sans plus tarder, commençons par le contexte. Bon, évidemment, c'est ce qui se passe à 16h. Après le Conseil de défense, nous avons une intervention d'Édouard Philippe concernant la phase 2 du déconfinement. Le 2/06, le 2 juin, ça devrait être la date, et on sait que c'est assez court, hein, à laquelle une grande majorité des restaurants pourront réouvrir. On sait depuis longtemps, beaucoup de chiffres se regroupent d'ailleurs, que 80% des Français souhaitent retourner au restaurant après la réouverture. Plusieurs études se sont concordées là-dessus. 50% de taux d'occupation disponible, c'est ce qu'on devrait avoir pour les restaurants. Voilà pour le contexte. Guillaume, je te laisse démarrer. Oui. Donc, nous avons décidé de travailler cette exploitation de la reprise sous 3 points. Le premier qui était traité de travailler sur le Cardex est un point relativement important. Pourquoi? Parce qu'un restaurant qui aujourd'hui a un Cardex se doit de l'utiliser pour faire venir un maximum de clients. Selon les dernières informations, on estime à environ 50%
le taux de clientèle possible dans un restaurant avec les normes sanitaires. Ce qui veut dire que pour être plus ou moins proche de la rentabilité, il faut que le restaurant soit complet midi et soir. Aujourd'hui, Flavien, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place pour retisser un lien avec vos clients et qu'ils soient habitués ou non habitués? Alors déjà pour tout ce qui est client habitué, depuis le début du confinement, on a pris le parti de prendre soin d'eux en créant un lien et en prenant des nouvelles de manière plus ou moins régulière. On a la chance d'avoir des clients fidèles depuis des années où on a tous les numéros de téléphone personnels des uns des autres. Donc ne serait-ce que par un appel ou un SMS de manière plus ou moins régulière. Donc du coup, on a maintenu un lien pendant tout le temps du confinement. On les a tenus en même temps au courant de ce qui allait être mis en place au fur et à mesure des différentes réunions qu'on a pu avoir nous sur le restaurant pour savoir comment on allait préparer une éventuelle réouverture. On a commencé ça il y a un peu plus de 3 semaines, vraiment à anticiper, à se poser des questions en amont, mais vraiment à rentrer dans le concret, à passer des commandes, à rencontrer les fournisseurs il y a à peu près 3 semaines. Donc ça a été sur le plus important. Et puis le 11 mai, quand il y a eu des confinements, sur les réseaux sociaux, on avait déjà, avec Monsieur Martin, mis une vidéo comme quoi on était déjà, nous, en place sur site pour commencer à anticiper au maximum les réouvertures. Maintenant, on va voir comment ça va marcher. On sait que nous, sur nos habitués, moi, j'ai la chance d'avoir eu une grande partie de nos clients qui m'ont déjà demandé de réserver des tables pour eux dès qu'on serait ouvert. Maintenant, comment ça va se passer dans les faits et en pratique, on va voir quand on pourra réouvrir. Pour l'instant, on fait le maximum. Oui. Alors, tu nous disais hier que tu avais appelé tous tes meilleurs clients, justement. Oui. Et quel a été quand tu as appelé tes clients, est-ce qu'il y avait des points sur lesquels il faut peut-être être vigilant en période de Covid? Parce que c'est bien d'être en contact, mais peut-être qu'il y a des spécificités. Peut-être que des clients ont été malades ou sont toujours encore malades, ou peut-être qu'il y a eu des cas beaucoup plus sévères parmi les clients. Comment est-ce que vous gérez ça? Nous, on a la chance, du moins sur nos clients. Apparemment, on n'a pas eu de clients malades, ou du moins, ils ne nous l'ont pas dit, mais on n'a pas de clients qui ont pu être malades. Sur la plupart. Maintenant, on les a rassurés à chaque fois sur toutes les procédures qu'on avait pu mettre en place, aussi bien les procédures d'accueil, de vestiaire, de prise de commande, de service, de gestion de propreté des lieux de commodité et ainsi de suite. Sur la façon dont on a géré les aérations de l'établissement, le fait d'avoir mis, de traiter sur la climatisation avec les filtres et compagnie pour faire ce qu'il faut en termes d'hygiène et de soins des clients. Donc, on les a déjà rassurés avec ça. Ce qui, pour la plupart, a l'air d'avoir fonctionné puisqu'ils veulent venir nous voir. Donc, on va voir ce que ça va donner encore une fois. C'est vraiment positif déjà pour vos meilleurs clients. Oui. Maintenant, le reste des clients, ça, c'est nos meilleurs clients, français et parisiens. On a la chance d'être à Paris. Maintenant, pour tous ceux qui sont pour l'instant à l'étranger, on sait qu'on ne les verra pas tout de suite. On verra quand est-ce qu'on va les retrouver. On attend les annonces gouvernementales pour ça. Pour les clients habitués provinciaux, parce qu'on en a un certain nombre aussi, il faut qu'ils abrogent déjà la loi des 100 km là, pour que nous, ils puissent venir nous voir. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on les verra, à quelle fréquence on va les voir également. Et on a une grande part de ces clients-là à qui on a eu un lien, mais pas forcément aussi, on va dire, aussi prononcé que ce qu'on pourrait avoir des clients plus habitués, la grosse clientèle de quartier. Et puis aussi toute notre clientèle habituée qui est autour du restaurant. Comme moi, ça fait déjà un certain nombre d'années que j'y suis, que la plupart de nos clients sont là depuis un certain nombre d'années. À chaque fois que tu vas dans le quartier, de toute manière, ils voient de la lumière, ils savent qu'il y a quelqu'un, ils descendent te dire bonjour. C'est obligatoire. À ce moment-là, ils sont venus, il y en a déjà un certain nombre qui sont rentrés dans le restaurant quand on était, nous, juste fermés. Il a vu de la lumière, il a quitté pour dire bonjour.
il y en a qui avaient besoin d'être rassurés aussi sur le fait de voir qu'on avait d'ores et déjà supprimé une partie des tables, qu'on avait pris toutes les mesures nécessaires et qu'on leur expliquait ce qu'ils font. Bon, maintenant, ces clients-là nous ont dit, vous ouvrez à telle date, le premier jour au déjeuner, on sera là. Alors, l'autre spécificité, c'est que toutes les mesures que vous avez mises en place, vous les avez travaillées de sorte à ce que vous puissiez ouvrir dès l'annonce de la réouverture, dès l'autorisation de l'ouverture. Ouais. Donc, vous avez pris un peu d'avance aussi sur le, entre guillemets, le planning. On a pris de l'avance sur le planning. Oui et non, parce qu'on avait certaines choses qu'on avait anticipées en disant, on entendait parler d'une date du 2 juin et M. Martin avait insisté pour qu'on soit prêt au cas où pour le 2 juin. Donc, on a anticipé pour être prêt pour cette date-là. On sera prêt. Il y a la seule chose qui nous manque pour l'instant, parce qu'on a fait réimprimer les cartes avec une plastification particulière antibactérienne qui sera plus facile à désinfecter et en insérant un QR code. Le QR code qu'on a reçu là, donc on va avoir un délai avec une nouvelle carte qu'on a fait encore réimprimer depuis, qui devra arriver normalement début de semaine prochaine. Donc, on va voir comment ça va se passer. Si on ouvre le 2, on aura des cartes plastifiées, mais sans le QR code. Et puis, si on les aura le 3 ou 4, on va voir comment ça va se passer, mais on sera prêt. On a fait pour être prêt. Et alors, si on fait un petit saut du côté de Bordeaux et du côté d'Arnaud. Alors, Arnaud, toi, est-ce que tu as, tout comme Flavien, appelé tes meilleurs clients? Est-ce que tu as mené des démarches peut-être vis-à-vis d'une clientèle beaucoup plus large? Alors, comment ça se passe à Bordeaux, au Saint-James? Alors, bon, j'ai pas le même recul que Flavien sur l'entreprise. Donc, moi, j'y suis depuis septembre l'année dernière. Et c'est vrai que tout ce travail-là, moi, je m'en suis pas du tout occupé. On a Marie Borgel, qui est la propriétaire depuis maintenant plusieurs années et qui a fait ce suivi-là auprès des fournisseurs essentiellement, ensuite auprès de certains clients. Maintenant, on prévoit des actions à partir des annonces qui vont être faites. Nous, pour autant, on n'a pas anticipé la réouverture comme Flavien a pu le faire. On attendait d'avoir ce cadre qui soit fixé. Donc le 2 juin, c'est une évidence, nous au Saint-James, on ne sera pas prêt pour réouvrir. Mais par contre, bon, on a établi plusieurs scénarios pour pouvoir les appliquer en fonction des annonces qui vont être faites. Et notamment une communication avec nos clients sous la forme de newsletters. Donc on a 3 newsletters qui sont préparés déjà, qui vont être transmises à notre base de données clients. Et parce qu'on voulait valoriser quand même ces 30 000 adresses confirmées. Donc c'est quand même quelque chose qui était important pour nous. Et ensuite, au niveau des réseaux sociaux, on aura une communication alors un petit peu différente forcément, parce que c'est pas la même cible, mais on souhaite également via les réseaux sociaux pouvoir communiquer et garder un lien avec nos clients. Pendant la période de fermeture, on n'a pas fait grand-chose comme lien avec les clients. On n'a pas pris le temps de les appeler. Et franchement, je félicite Flavien pour avoir pris cette initiative-là. C'est sûr que quand on a des clients habitués que l'on connaît depuis plusieurs années, c'est plus évident de rentrer dans cette relation-là. Nous, au Saint-James, cette phase-là, c'est la propriétaire qui s'en est chargée. D'accord. Et alors, Hélène, de ton côté, on en avait un peu parlé avant, mais est-ce qu'il y a peut-être des best practices, des thématiques à respecter ou des points de vue peut-être un peu plus légaux à respecter quand on utilise sa base de données, son Cardex? Alors, sur le Cardex client, c'est vrai que la réservation en ligne, c'est démocratisé dans les établissements et tant mieux. Ça permet d'enrichir la base de données et donc les informations de manière digitale, donc avoir un fichier client numérisé. Et on se rend compte de la nécessité de l'avoir encore plus pendant cette période qui est assez trouble pour les restaurateurs qui ont été contraints de fermer leurs établissements. Ce fichier en fait est nécessaire pour justement garder le lien, c'est ce que Flavien et Arnaud ont pu dire, garder le lien pendant le confinement, prendre des nouvelles justement des habitués, des clients qui sont venus
chez nous, et puis aussi de les relancer, de leur donner des informations sur la date des réouvertures, sur les mesures qui seront mises dans chaque établissement en fonction des modalités qui seront données tout à l'heure par le gouvernement, et pourquoi pas de les faire revenir, de les fidéliser. Et je rebondis sur les échanges que j'ai eus avec Arnaud hier par téléphone, qui indiquait justement qu'il allait communiquer auprès de ses clients habitués et les rassurer via une vidéo promotionnelle de l'établissement, mais qui allait aussi mettre en avant les mesures concrètes que tu vas appliquer avec ton équipe de salle lors de la réouverture. Et je trouvais que c'était une bonne démarche. On va en parler après de la vidéo. C'est vraiment un exemple qui vise vraiment à rassurer le client, de toute évidence. Mais pour revenir rapidement sur le Cardex, un établissement qui n'a pas de Cardex aujourd'hui, est-ce qu'il est beaucoup plus en difficulté qu'un établissement qui a un Cardex et qui a pris le soin de le construire? Alors Pierre-Olivier, est-ce que tu peux éventuellement prendre la parole sur le sujet? Oui, alors très clairement, un Cardex, évidemment, moi je le propose avec mon outil, mais un Cardex ne sert pas juste à avoir des noms, des prénoms, juste une base de données pour se dire ça y est, j'ai une base de données, je connais mes clients, etc., etc. Le but d'un fichier client à aujourd'hui, c'est qu'il peut avoir une multitude d'informations. Ça peut être des informations sur les habitudes alimentaires, ça peut être des informations techniques, comme évidemment des adresses mail, le numéro de téléphone, qui permettent justement en cette période de communiquer. Le fichier client, je regardais, là, il y a un sondage qui vient d'être publié. Est-ce que vous en avez un ou pas? On est autour de 90% de réponses oui. Ultra important, ça prouve que les établissements sont de plus en plus concernés pour avoir un fichier client. Arnaud et Flavien le disaient, avoir un fichier client, c'est surtout pouvoir facilement communiquer en amont avec ses clients, pouvoir lancer des newsletters, pouvoir lancer des communications ciblées sur les personnes qui sont autour, les clients qui sont dans la ville, ultra important pour la réouverture. Je vous donne un exemple à tous. On a lancé de notre côté une petite action où on proposait à nos clients en fait des newsletters assez spécifiques, donner des nouvelles du restaurant, proposer pourquoi pas des infos sur des nouveaux menus qu'il y aurait, donner les règles, donner le travail que le restaurant va faire, et c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Pourquoi? Parce que à aujourd'hui, pouvoir communiquer en amont vers ses clients, c'est avant tout pouvoir les rassurer. Le but du fichier client, c'est avant tout d'avoir un max d'infos sur ses clients et de pouvoir communiquer facilement auprès d'eux, de garder un lien finalement en quelques secondes avec ces clients-là. Et c'est pour ça, de mon côté, le fichier client, c'est pas juste une base de données pour se dire j'ai une base de données, c'est un véritable outil. Aujourd'hui, il est ultra important parce qu'il permet en quelques secondes de pouvoir cibler facilement les clients qui nous intéressent, de pouvoir communiquer différemment avec eux, réaliser un ciblage, et ça permet de les faire revenir plus facilement. Évidemment, Flavien, tu l'as dit, les clients les plus fidèles, ce sont les premiers qui vont revenir. Je crois, Hélène, d'ailleurs, dans une de tes études, tu étais à plus de 90% en Suisse, je crois, de clients fidèles qui venaient à la réouverture contre 60%. Le retour suisse pour la réouverture post-Covid. La première semaine, un établissement était à 95% en taux d'habitués, contre 60% en temps normal. Donc, il a vraiment misé sur la clientèle fidèle. Exactement. Mais comment on la fait revenir facilement? On peut communiquer auprès de cette clientèle, on peut rassurer facilement le client en allant en amont de son arrivée, en étant proactif. Et c'est un des mots qu'on entend le plus souvent ces derniers temps, c'est être proactif. Alors Pierre-Olivier, peut-être une question auquel l'un d'entre vous peut répondre. Sachant qu'on a 90% des établissements français qui ont un Cardex, alors là, c'est tout type de restauration confondue. C'est pas forcément des restaurants étoilés, c'est pas forcément des gros porteurs, mais ça concerne vraiment tout le monde. Si tout le monde se met à envoyer une newsletter pour annoncer les mesures qu'ils ont mis en place, les dates de réouverture, selon vous, qu'est-ce qui va faire la différence d'un établissement à l'autre? Parce qu'on est d'accord que tout le monde a une seule boîte mail et que sur cette boîte mail, si on reçoit 50 000 mails, il faut que notre mail se démarque. Alors, moi, peut-être… Arnaud, tu veux commencer?
C'est une question que je me suis posée, et c'est une question que je me suis posée suite à un ras-le-bol de newsletters que je recevais pour m'être abonné à différentes formes ou autres, et je me suis dit, il faut surtout pas tomber dans ces travers-là que représente la newsletter, que finalement tu ne suis plus, et puis un jour tu purges ta boîte mail parce que tu en as ras-le-bol. Donc je pense qu'il y a un message qui va être très important, c'est avoir évidemment ce côté rassurant, c'est le but premier de la newsletter, que ce soit éventuellement synthétique et que ça représente les valeurs de la maison, pour que on sache bien où est-ce que l'on va et qui nous parle. Voilà, parce que on est peut-être abonné, on fait peut-être partie en tant que client de la base de données de 7, 8, 10, peut-être plus pour les gastronomes qui courent les restaurants. Donc, si on reçoit tout autant de newsletters, on va s'y perdre, et en effet, il n'y aura plus du tout aucune portée. Et je crois qu'il faut avoir quelque chose qui soit lisible, qui soit efficace par rapport à l'axe de communication, et en tout premier lieu, c'est d'être rassurant. On ne va pas se mettre à énumérer les actions que l'on va retrouver sur les différents sites du gouvernement, ou les différentes recommandations que l'on peut voir dans les transports en commun ou autres lieux. Il faut que ce soit propre à notre métier, qui est celui de recevoir, de partager un moment de plaisir. Et je pense qu'il faut arriver à porter deux valeurs qui sont la bienveillance et puis ce côté plaisir. Ouais, si je peux d'ailleurs rebondir là-dessus, on en a discuté un petit peu en préambule, mais finalement, la meilleure méthode de communiquer avec ses clients, tu l'as dit, Arnaud, on a tous des boîtes mail qui peuvent recevoir des newsletters, on est tous abonnés à plein de newsletters. Je pense que la meilleure méthode, c'est avant tout, avant de lancer sa communication, avant de préparer son fichier client pour lancer une communication, la première chose à faire, c'était de se mettre à la place du client. Qu'est-ce qu'il attend à la réouverture d'un restaurant? On se place sur ce positionnement. À partir de là, on pourra s'adapter, on pourra adapter sa communication. Arnaud, je crois que c'était un de tes points importants, hein, mais se placer, se mettre à la place du client lui-même, on saura comment communiquer. Ce ne sera pas des offres commerciales, ce ne sera pas communiquer pour communiquer, c'est plutôt comprendre comment on va interagir avec le client, comment lui va réagir face à une arrivée dans le restaurant, et ça permet finalement de le prévenir au mieux. Écoutez, c'est un point qui est quand même crucial, le Cardex, comme on l'a vu. Il faut absolument redonner confiance au client, mais ce n'est pas forcément le seul moyen de redonner confiance au client et de continuer à tisser un lien avec lui. On l'a vu au travers des réseaux sociaux, entre autres, mais pas uniquement. Les restaurateurs, d'une manière générale, ont énormément communiqué. Pas tous, forcément, mais ont beaucoup communiqué et ont beaucoup mené des actions. Alors, on a eu des actions, par exemple, qui ont été menées telles que le click and collect, des cours de cuisine en ligne, des conférences ou des présentations de producteurs pour continuer aussi à tisser un lien et à vendre une part de rêve, parce qu'on ne l'a pas dit avant, mais le métier, la base du métier, c'est de vendre une expérience et du rêve. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, je suppose, dans la communication que tout le monde va mener au travers des newsletters, des SMS. Mais c'est aussi d'avoir cuisiné pour les soignants. Alors, Hélène, toi, ta vision sur justement cette irréputation en période de crise, ça pourrait être laquelle? Est-ce que tu trouves que les restaurants doivent communiquer, ont dû communiquer pendant cette période de crise, ou ont, pour certains, mieux fait de rester en retrait pour revenir peut-être plus fort par la suite? Je pense qu'on l'a dit depuis le départ. Je pense que oui, c'était primordial de devoir communiquer pendant cette période. Même ceux qui étaient un peu frileux à être présents sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils vont vraiment changer d'avis en cette période de confinement et de crise Covid-19. Et ce qui permet en fait de garder le lien, les réseaux sociaux, le côté viral, c'est ce qui a permis de rester en lien avec les gens et de donner des nouvelles, de pouvoir rassurer aussi les clients habitués qui en temps normal venaient chez nous
pour donner des informations sur l'état de santé des équipes, par exemple, de l'établissement, en tout cas de tisser et de garder le lien. Et c'est vrai pour ceux que j'ai pu interviewer, notamment des restaurateurs à Fougères qui étaient peu présents sur les réseaux sociaux, se sont mis à avoir une page Facebook et aussi de créer un blog en plus de leur site internet. Ils créent des sujets en fait sur le savoir-faire paysan, mettre en avant les producteurs et leurs artisans. Et ils se sont dit pourquoi pas mettre aussi des sujets en donnant des nouvelles de l'équipe. Et à leur grande surprise, même s'ils ils voulaient mettre en avant leurs producteurs et leurs artisans, ils ont constaté qu'en fait les sujets les plus vus, enfin ceux qui ont le plus fonctionné, c'était les articles où ils parlaient d'eux, où ils parlaient de leurs équipes et quand ils donnaient des nouvelles. Et ils se sont rendus compte que l'humain en fait primait, c'est ce qui était la base de tout. Donc la communication était ultra importante. Une autre personne qui a une chocolaterie du côté de Grenoble, elle aussi misait sur les réseaux. Elle disait que pendant le confinement, elle a acheté sa première pub sur Facebook et elle a pu toucher 13 000 personnes. Et dans ces 13 000 personnes, elle a pu avoir de nouveaux clients. Donc voilà tout l'enjeu en fait de devoir communiquer via les réseaux. Donc je pense que oui, c'est même ultra important de devoir garder le lien via les réseaux et de communiquer. Donc la e-réputation est une vraie opportunité pour les restaurateurs en période de Covid et post-Covid par la suite. Alors, est-ce que Flavien ou Arnaud, vous avez peut-être aussi des exemples d'actions que vous avez menées en amont pendant la crise du Covid? Des exemples pour la e-réputation, pas forcément. Sur le restaurant en tant que tel, maintenant, Monsieur Martin a fait pas mal de vidéos sur du partage de recettes pour créer un lien justement avec la base de clients, de fans clients, on va dire, avec des recettes quasiment quotidiennes, qui a plutôt très bien marché d'ailleurs. Maintenant, pour le reste, on n'a pas fait de communication plus poussée que ça. Je pense qu'on attend aussi de savoir ce qui va se dire tout à l'heure pour pouvoir plus facilement communiquer dessus, parce que si c'est communiquer pour dire des bêtises et que ça te retombe sur le coin du nez, c'est pas toujours évident. Et puis après, il y a un point important que soulignait Arnaud tout à l'heure. Moi, la newsletter, je suis pas toujours fan de ça. Ça fait partie des choses que j'ai tendance à effacer avant même de l'avoir ouverte. Et tout le monde va recevoir quasiment les mêmes. Donc, c'est pas forcément le sujet sur lequel je vais m'attarder tout de suite à la réouverture pour pouvoir faire revenir les clients. D'accord. Et Arnaud, toi, tu as mené des actions en amont et tu nous as parlé d'une autre action que tu allais mener à la réouverture, qui était cette fameuse vidéo dont a parlé Hélène tout à l'heure. Ouais, alors il se trouve que des actions de communication sur les réseaux sociaux, on a continué avec un calendrier, une fréquence qui était quasiment la même que d'habitude. Justement, je reviens sur un point qu'Hélène a souligné tout à l'heure, qui était cette restauratrice qui avait pour la première fois acheté une pub sur Facebook. On s'aperçoit finalement que ça a une part importante, qu'on peut arriver à avoir un retour sur investissement important et c'est toujours un peu effrayant parce qu'on se dit mais ça fait pas partie de notre métier, c'est pas notre domaine de compétences. Alors soit on se fait accompagner par des agences, soit on essaie de l'internaliser et ça peut être toujours intéressant de mener cette communication là. Donc non, pendant la période de confinement, on a continué à communiquer de manière assez régulière, comme on avait l'habitude de le faire, que ce soit sur l'établissement pour une partie un peu lifestyle ou alors des rencontres de producteurs. Et on voit bien, en effet, ce qui marche le mieux, c'est lorsqu'on met des visages sur nos posts, il y a peut-être un meilleur rendu même que celui de la piscine au milieu des vignes. Voilà. Donc les gens avaient un intérêt plus marqué peut-être pour les membres de l'équipe et pour les rencontres producteurs. Après, donc voilà, cette vidéo,
c'est une idée qui m'a paru assez intéressante pour pouvoir communiquer avec les clients et leur faire vivre le parcours client, parce qu'aujourd'hui, on sait tous comment ça se passait de rentrer dans un restaurant avant cet épisode de Covid. Une prise de commande, un accueil, un départ, le service des plats, tout ça, ça fait partie de notre culture et donc dans l'inconscient collectif, c'est maîtrisé. Par contre, que sera le restaurant demain avec toutes les contraintes qui vont nous être annoncées tout à l'heure? Il y a peut-être une part d'angoisse. Déjà pour les gens qui sont acteurs du quotidien dans le métier, donc les équipes, mais aussi pour les clients. Est-ce qu'on va m'accueillir avec un masque? Est-ce qu'on va m'accueillir derrière un plexiglas? Alors, on vit déjà un petit peu ces choses-là au quotidien lorsque on fait nos courses alimentaires, lorsque on va dans les boutiques ou lorsqu'on prend les transports en commun. Donc forcément, ce déconfinement nous a permis de nous familiariser avec ces réflexes-là, comme le port du masque, la désinfection des mains à l'entrée des boutiques. Mais le restaurant risque d'être peut-être un peu plus contraignant. Et cette angoisse-là, moi je préfère que le client arrive à l'anticiper chez lui plutôt que l'on arrive à mettre face à un moment, pourquoi pas anxiogène, même si on va essayer de bien évidemment minimiser tout ça et rendre le plus naturel possible en faisant disparaître tous ces gestes barrières qui seront nouveaux pour qu'on puisse continuer à exercer notre métier tout à fait naturellement. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que sous la forme d'une vidéo filmée à la première personne pour moins d'une minute, parce qu'il faut malgré tout que ce soit très rapide, on puisse retracer le parcours client, de l'accueil jusqu'au service d'un plat, pourquoi pas l'installation dans une chambre ou alors l'accès à la piscine. Voilà. Et donc propre à chaque maison avec tous les scénarios qui nous sont assez singuliers, pour qu'on puisse arriver à présenter à nos clients ce que l'on faisait auparavant, parce que ben voilà, notre métier c'est savoir-faire, faire faire et faire à savoir. Et donc quand on rentre dans le faire savoir, c'est cette communication qui est importante pour nos clients, pour leur faire comprendre soit qu'on source en local nos produits, soit que l'on transforme et que ce joli plat hyper photogénique, finalement il y a une dizaine d'actions qui est à mettre en place derrière. Ça, c'était ce que l'on communiquait avant, un locavorisme, des valeurs XY. Aujourd'hui, il va peut-être falloir communiquer, du moins dans un tout premier temps, pour recréer la confiance avec nos clients sur l'intégration voilà, des gestes barrières dans l'expérience consommateur. Mais finalement, il faut que ça puisse aussi se faire oublier. Voilà, c'est surtout ça. Alors, je pense qu'il y a un point qui est très intéressant que tu as soulevé, c'est que la communication, ou du moins l'expérience, ne doit pas être une expérience anxiogène. Ça doit être une expérience qui doit être positive pour le client. Et pour ça, il faut le conditionner à ce qu'il va vivre, même si certaines des normes sont et vont rentrer dans la normalité, dans notre quotidien. Il faut le conditionner à l'expérience qu'il va vivre au restaurant parce que ça va être quelque chose de nouveau et il ne doit pas avoir peur. Donc, d'où la communication peut être en amont par la newsletter et puis le côté très éducationnel de la vidéo que tu souhaites réaliser, qui est en fait de faire revivre sous la forme d'une vidéo le cheminement du client dans le restaurant. Tout à fait. Bon. On l'a eu fait dans de nombreux établissements pour la promotion des services, pour la promotion de l'assiette, pour la promotion des chambres. Donc on l'a fait dans un but promotionnel. Là, il va falloir le faire avec un autre objectif. Alors, on va passer au troisième point. Il nous reste une dizaine de minutes avant les questions. Le troisième point qui concerne les avis en ligne. Donc, le Cardex, on a pu traiter l'amont jusqu'à la réouverture et encore après la réouverture, l'expérience client au travers de l'e-réputation et les avis en ligne qui intègrent l'e-réputation, c'est évident, mais qui vont travailler plus sur un aspect après l'expérience. On va essayer de comprendre le client, l'expérience vécue, et puis d'en tirer les leçons et surtout d'anticiper nos réponses aux clients. Parce que automatiquement, il y a quelques mois encore, quand un client mettait un commentaire sur un filet de bœuf qui était peut-être trop cuit,
ça pouvait passer, on pouvait lui répondre. Aujourd'hui, quand un client, ou à l'avenir, quand un client va nous poster un commentaire en nous disant que les normes d'hygiène et sanitaires ne sont pas respectées, je pense que ça va devenir un tout petit peu plus critique, puisque l'aspect sanitaire va prendre probablement un aspect prédominant dans les avis clients. Alors, Hélène, est-ce que tu peux éventuellement prendre la parole sur ce sujet, ta manière de percevoir les choses sur les avis clients? C'est un sujet assez vaste et difficile de prédire ce qui va se passer parce que les restaurants sont pas encore ouverts, mais effectivement, les clients peuvent laisser des avis clients après leur passage, qu'ils soient positifs ou négatifs. Après, propre à chaque directeur et équipe de salle de déceler les commentaires pertinents de ceux qui ne le sont pas forcément. Après, bien sûr, on sait tous que les mesures sanitaires sont l'hygiène, notamment, sont hyper importants pour les clients. Après, voilà, il faut savoir déceler encore une fois ceux qui seront pertinents et peut-être y remédier, mais que chacun puisse y répondre, que le directeur de salle, pour les commentaires les plus négatifs, puisse y répondre, fournir une réponse à la communauté, ceux qui ont accès aux avis, et peut-être remédier à cela au sein de leur restaurant. Oui, d'ailleurs, si je peux poursuivre là-dessus, tout à l'heure, on parlait de communication. Là, j'ai vu qu'il y avait un sondage qui a été publié sur est-ce que vous communiquez ou pas. Les avis sont aussi une manière de communiquer, il ne faut pas les oublier. Avant le Covid, moi je l'ai traité ce sujet un certain nombre de fois. La question pour les restaurants était est-ce qu'il faut que je suive ces avis ou pas? Est-ce que finalement ce ne sont pas des concurrents qui me le mettent? Est-ce que les mauvais avis, je peux les gérer ou pas? On était sur une question purement irréputation, de dire il me faut un certain nombre d'avis, il me faut cette note-là sur les différents supports, sur Google, sur Facebook, il y en a beaucoup qui sont sortis évidemment. On voulait évidemment traiter le sujet, il y a même des outils d'ailleurs qui sont capables de le faire, je sais que Arnaud et Flavien vous en avez, qui peuvent traiter la partie avis. Aujourd'hui, post-confinement, avec la réouverture, la différence qu'il va y avoir, selon moi, c'est la question, évidemment, des règles sanitaires. Pourquoi? Parce que demain, vos clients, les meilleurs, y reviendront. On est sûr, on en est certain. Par contre, si l'expérience est malheureusement pas au niveau en termes de règles sanitaires, premièrement, ça veut potentiellement dire que ces clients-là ne vont plus revenir. Deuxièmement, ça veut potentiellement dire que leur expérience restauration ne va pas être de qualité. Donc, potentiellement, c'est tout le pipe de restaurant qui sera marqué. Et troisième point, mettre un avis client en disant ce restaurant-là ne respecte pas vraiment les normes sanitaires, je n'ai pas vu tout le monde se nettoyer les mains correctement, je n'ai pas senti une distanciation sociale suffisante, des clients qui ne se sentaient pas à l'aise dans le restaurant, si eux le publient, ce n'est plus du tout un avis comme les clients régulièrement, ils voient, comme tu l'as dit Guillaume, sur la qualité de la cuisson, de la viande, un aspect sur les règles sanitaires forcément aura un impact bien plus négatif que des avis classiques qu'on a l'habitude, j'allais dire, de voir tout le temps. D'où l'intérêt quand même pour moi d'être très attentif. Alors, on parle d'avis en ligne, ça peut déjà commencer par une première demande au restaurant, vérifier évidemment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, en discuter en direct avec le client, même si je sais que beaucoup de restaurants le font évidemment à la fin du repas au moment de l'addition, mais là, être encore plus attentif là-dessus, récupérer les feedbacks. Pourquoi pas demander en ligne des feedbacks qui ne seront pas publiés, si vraiment on a besoin dans les premiers jours de regarder ce qui s'est bien ou pas passé. Je sais que des outils savent le faire. Et troisième point, évidemment, faire en sorte d'être ultra attentif. Je crois qu'il y a d'ailleurs un sondage qui va être publié à ce sujet sur l'attention qu'on va porter aux avis maintenant. Être ultra attentif aux retours et surtout bien vérifier que les retours en termes de normes sanitaires, selon moi, seront bons. C'est
Aujourd'hui, dans cette période, le plus important, je fais rapidement un parallèle par rapport à tout ce qui a été réouvert aujourd'hui, les magasins, etc., etc. On le voit de suite, les clients qui font grise mine lorsqu'ils rentrent dans un magasin et qu'ils ne voient personne respecter les règles, ils se sentent pas bien, ils se sentent pas à l'aise, ils limitent finalement leur expérience dans le magasin à cause de ça. C'est pour ça. Pour moi, cette manière de gérer les avis clients doit être un petit peu différente. Forcément, il y aura des questions autour du respect des normes sanitaires. Les clients, on s'en doute, ils seront au courant. Ils ont même l'habitude maintenant de porter des masques, d'utiliser du gel hydroalcoolique. S'ils ne sentent pas cette habitude dans le restaurant, forcément, ça aura un impact. Forcément, ceux qui ont l'habitude de publier régulièrement des avis en ligne, ils le feront. Alors, Arnaud, quel est ton avis justement sur les avis clients? Alors, nous, on est équipés on en travaille avec QualityList aujourd'hui, depuis un moment d'ailleurs, ce qui nous a permis d'avoir un vrai suivi de nos retours clients. Donc, on va continuer à y être très attentif. On risque de faire évoluer un tout petit peu le questionnaire client. Alors, ce matin, lors d'un échange avec Relais Château, il parlait même de faire une présentation de ce qui était mis en place pour rassurer au moment de la validation de la réservation client via l'outil QualityList, pour ensuite envoyer le questionnaire de satisfaction habituel, un tout petit peu modelé avec les questions d'hygiène, savoir s'il y a eu ce ressenti rassurant. Mais en fait, je pense que le retour client, il va être important de le prendre sur le terrain, comme on le fait quotidiennement et comme on le sait tous. Si on peut créer un échange direct avec nos clients, malgré les distanciations sociales, je pense que c'est important de porter l'optimisme. Et si on a une équipe qui est optimiste, si on a une communication qui est optimiste au vu de la situation, on peut qu'espérer que ce soit contagieux envers nos clients, et justement là, dans le bon sens du terme, avoir des retours immédiats de la part de nos clients. Alors, est-ce que tu penses que dans les avis clients, il faut rajouter éventuellement une ligne ou non sur la perception du client quant aux règles d'hygiène? Pas forcément quelque chose de très factuel, mais sur la perception du client. Pour pouvoir en juger, ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être dangereux pour le restaurant, puisqu'on sait très bien que les clients peuvent répondre c'est un peu tu tendras l'autre joue, quoi. Donc c'est très touchy déjà comme sujet. Donc si forcément on va être déjà très exposé, et on sait très bien que le métier est extrêmement exposé aux avis clients, au retour. On est d'ailleurs un des rares métiers qui soit aussi exposé, et peut-être que ça peut être le choix de certaines maisons dans leur communication. Par contre, il faut être sûr derrière d'avoir les capacités de répondre en cas d'avis. Mais nous, ce que l'on a appris avec l'utilisation de QualityList, c'est surtout d'aller chercher à créer une discussion avec le client. Donc, nous, tous les retours QualityList sont à la fois analysés, et pour les retours les plus mitigés, on prend le temps de rappeler notre client. Et souvent, on s'est aperçu que les clients qui n'étaient pas rappelés, qui n'avaient pas un contact en direct, après avec un membre de l'équipe, allaient poser un avis beaucoup plus visible, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les différentes plateformes qui existent. Donc, l'outil du numérique est très important, il nous facilite la vie pour la gestion, pour pouvoir faire des reportings de tout ça, mais il ne faut pas en exclure l'humain. C'est pour ça que dès qu'on a des avis qui sont mitigés, on va les gérer par téléphone en direct. Voilà. Et alors toi, Flavien, quelle est ta perception des avis en période de Covid? Les avis vont être importants. Ça, c'est encore plus qu'ils le sont pour l'instant, je pense, en partie sur ces règles d'hygiène. Je pense qu'il faut déjà, dans tous les cas, sur le terrain, vérifier que tout se passe bien. Normalement, de toute manière, ça se voit tout de suite. Un client qui n'est pas content ou qui a un doute ou qui serait mal à l'aise, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de manière extrêmement simple. À partir du moment où il sera rassuré, qu'il verra que de toute manière, on a fait peut-être même plus en termes
protection du client, de protection des équipes aussi, parce que ça jouera. On parle de protéger les clients, mais si on protège pas les équipes, de toute manière, les clients le verront et ça fera mauvais genre aussi, et mauvaise presse. Si on part du principe qu'on fait plus que ce qui est demandé, les clients seront déjà satisfaits. À nous de communiquer là-dessus, de leur expliquer comment on va faire, de les rassurer quand il y aura des questions. Parce que clairement, il y aura des questions, il faudra les rassurer. De là à rajouter une ligne sur un avis, comme dit Arnaud, c'est donner le bâton pour se faire battre. Parce que même si tu es toujours sûr de ce que tu fais, même si tu fais toujours le maximum, tu n'es jamais à l'abri d'avoir une personne qui en même temps derrière soit parfois juste une mauvaise personne qui a juste envie de dénigrer un établissement ou de faire du mal, que ce soit un concurrent, que ce soit une personne mal intentionnée. Et après, rattraper ce genre de choses va être extrêmement compliqué. Et les effets seront négatifs. Moi, je pense que sur le moment, sur site, il faut faire le maximum. Et éventuellement, lors des réservations, préciser dans les réservations par mail ce qui peut être mis en place. Bien évidemment, former les équipes qui répondent au téléphone à rassurer le client, que ce sera quelque chose de des différentes choses qui auraient pu être mises en place, être prêt et satisfaire tout ce que les clients nous demanderont en termes d'hygiène, en allant peut-être beaucoup plus loin que ce qui pourrait être demandé. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis et pour faire un lien avec notre échange de hier. Hier, tu nous disais que vous avez mis en place énormément de mesures qui vont même au-delà des recommandations sanitaires classiques et que vous n'allez pas impacter le surcoût de ces mesures aux clients. Non. Et j'aimerais faire le parallèle avec un entrepreneur local qui est près de chez moi, qui, pour des raisons qui lui sont propres, a facturé quelques euros de plus sur la prestation et qui, lui, a eu des commentaires négatifs. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette situation ? C'est vraiment au restaurateur de prendre l'ensemble en charge de mesures sans surcoût pour le client ? Les surcoûts, de toute manière, il faut avoir plusieurs. Il y a plusieurs choses déjà. Quand on a une entreprise de moins de 50 salariés, il y a la CRAMIF qui prend 50% des investissements qui sont faits en protection de clients et protection des équipes via Covid-19 sur présentation des factures avec des dossiers. Donc déjà, ça réduit quand même une partie des coûts, parce qu'il y a un maximum de 10 000 euros, mais enfin bon, ça fait quand même une sacrée réduction des coûts en termes d'installation. Et puis après, c'est pas au client de devoir payer directement un supplément sur les protections qu'on va mettre pour eux. Enfin, il y a un moment, ça me semble être tout sauf des règles commerciales. On est une profession de commerce, certes, on est là pour donner du plaisir aux gens, mais si on te donne du plaisir en disant écoute mon coco, tu viens chez nous, mais on fait tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien, mais je te mets 10 euros de plus sur ta facture, je ne pense pas que les clients sont capables de revenir très vite. L'objectif, au contraire, c'est de faire le maximum pour les faire revenir le plus vite possible. Est-ce que tu partages ce que Arnaud ? Ouais, je suis d'accord avec Flavien. Hein. Le métier doit s'adapter. Il y a des choses, il y a des coûts qui vont devoir être impactés sur les marges obligatoirement. Hein. Après, on peut pas transposer ça sur la facture client. Ça me semble beaucoup trop délicat et puis en termes de communication, on n'apporte pas quelque chose de très positif. Je pense que le challenge, il est ailleurs. Le challenge, il est de remplir l'établissement. Comme tu le disais, Guillaume, au tout début, si on part sur un 50% de capacité d'accueil, il faut faire complet midi et soir. Et il faut donner du boulot à nos équipes. Parce qu'il y a un challenge là-dedans aussi, c'est de remettre au travail les équipes. Et on le sait, c'est un métier où souvent on enchaîne les contrats sans vraiment trop prendre de pause. Aujourd'hui, rares sont ceux dans la restauration qui se sont arrêtés autant de temps sans travailler. Donc là, il va falloir remotiver les équipes et réapprendre à travailler avec ces nouvelles contraintes. Donc, il y a des challenges qui, je pense, se positionnent ailleurs que sur ça. Puis bon,
comme l'a dit Flavien, c'est des coûts qui, même s'ils ont une importance, devraient, je pense, se fondre dans la masse d'autres choses, quoi. Il faut peut-être revoir certains pôles pour lesquels on avait des dépenses et il va falloir réorienter ces dépenses-là vers ce pôle sécurité sanitaire. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Hélène, tu voulais peut-être juste prendre la parole sur le sujet ou non? Non, je voulais juste rebondir sur l'expérience, qu'on a beaucoup parlé de l'expérience client. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que l'expérience, elle commence pas à l'arrivée du client dans le restaurant, mais elle commence bien en amont, lors de la prise de la réservation, que ce soit par Internet ou bien au téléphone. C'est le premier contact avec le client qui prime. Et justement, encore plus pendant cette période, je crois qu'il faudra que l'expérience soit personnalisée, c'est ce que le client recherche encore plus, qu'il y ait davantage de transparence, d'humain, on l'a dit, de convivialité. Et je pense, oui, à ce que Flavien et Arnaud ont pu dire, apporter un message à chaque client qui voudra venir dans son établissement lors de la prise de réservation et de le rassurer sur l'expérience client qu'il aura dans l'établissement à table. C'est ce qui permettra de se démarquer des autres restaurants, oui, de personnaliser en fait l'expérience. Donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Oui. Très bien. Écoutez, on me notifie qu'on on a dépassé un peu légèrement le temps de notre réunion et qu'il fallait passer aux questions. Donc je vais passer la main à Pierre-Olivier. Oui, alors rapidement, en fait, c'est très simple. On m'a notifié également de mon côté, bien 17 heures pour l'annonce de notre Premier ministre. On a un petit peu de temps, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été posées dans le chat. On peut prendre quelques minutes pour y répondre avec tous les intervenants. Je commence par la première. Pensez-vous, c'est Florian qui nous la pose, hein, pensez-vous qu'il serait intéressant d'ajouter un texte sur les conditions sanitaires à respecter lors de la venue dans le restaurant dans les mails de confirmation des réservations? Je crois, Flavien, tu as déjà répondu à ça. Hein. Tu as déjà répondu, c'est un point important de pouvoir communiquer au moment de la réservation. Ah. Et oui, nous avons perdu. Il me semble que Hélène avait aussi plus ou moins répondu à la question en expliquant que l'expérience client commence en amont et qu'il faut évidemment communiquer avec le client en amont pour que la situation ne soit pas anxiogène pour le client qui arrive et qu'il soit averti. Arnaud, d'ailleurs, avait partagé cet avis avant, pour que l'expérience ne soit pas anxiogène. Oui, alors j'irai juste un petit peu plus loin même. Plus que de partager les conditions sanitaires que certainement tout le monde connaîtra, encore plus que ça, mettre simplement un mot, pas forcément que sur les mails de Résa, mais sur le site, sur des modules de réservation, si vous en avez, simplement pour dire que on est ravi de retrouver les clients, que l'on s'occupe évidemment de toute la partie sanitaire, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'ils peuvent revenir pour vivre un moment convivial. Oui, les mails de confirmation, on peut éventuellement parler des règles sanitaires, mais normalement, si le restaurant met en place ces règles sanitaires, le client commence un petit peu à en avoir l'habitude, il ne doit même pas le voir. Et ce n'est pas, selon moi, le client qui doit se plier aux règles. Je crois que François Pipala, dans un précédent webinaire, le disait très bien. Si le restaurant va en amont, met en place toutes ces règles, il n'y a pas besoin de contraindre le client, c'est le restaurant qui s'adaptera. Flavien, tu es revenu, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai manqué une grande partie de tout ce que vous avez dit, donc je ne voudrais pas faire de bêtises. Maintenant, je pense qu'effectivement, les clients, de toute manière, sont au courant de ce qui se passe. Ils en parlent assez dans la presse pour les différentes choses qu'il va falloir mettre en place. De toute manière, tout le monde, dès que tu sors dans la rue, dès que tu rentres chez le moindre commerçant,
les règles de distanciation sociale sont en train de rentrer quand même dans les mœurs, et ça restera, à mon avis, même après cette tragédie. On aura toujours les réflexes quand on rentrera dans un établissement, la personne qui proposera l'hydroalcoolique, en fait, on n'a même plus besoin de l'obliger. Au début, les commerçants l'obligeaient. Maintenant, c'est les gens le prennent d'eux-mêmes. Et si tu n'en as pas, c'est à ce moment-là que tu te fais mal voir. On pourra rassurer les clients. Je pense que les rassurer, si on nous pose la question, bien évidemment. Pour le reste, ça sert à rien pour moi d'en remettre une couche sur les mails de réservation. Peut-être un petit encart effectivement sur le site internet de l'établissement, comme quoi on a fait tout ce qu'il faut. Et c'est une obligation de toute manière. Donc à partir du moment où c'est fait, on ne va pas communiquer sur le fait qu'on fait le ménage dans le restaurant et que la cuisine est nettoyée et que les produits sont sains. Et pourtant, c'est exactement la même chose que sur le principe de rassurer le client avec cette maladie. Il ne faut pas forcément non plus le surinquiéter. Il y a déjà avoir pas mal de personnes qui vont malheureusement être relativement traumatisées avec ça sur le simple fait de sortir et d'aller au restaurant. Alors, si en plus on les inquiète encore, ça va risquer d'être un peu compliqué. Je pense qu'il faut plutôt partir du principe qu'on a fait le maximum, qu'on rassurera les clients et que dans les faits, quand ils se présenteront sur l'établissement, ils verront que effectivement, il y a de la place entre chaque table, il y a des plexiglas à tel endroit, il y a des produits, des gels hydroalcooliques présents sur les tables ou à l'accueil de l'établissement. Ils verront qu'il y a les marques au sol, ils verront qu'on a mis, je sais pas moi, les housses dans les vestiaires, on a fait ce qu'il faut. Et ils le verront, et c'est à ce moment-là que ça rassurera le client et que ça le détendra en arrivant sur place. Pas forcément le mettant dans un mail. Bon, très bien pour ça. Je poursuis avec une autre question, je les parcours. Thierry nous pose une question, une question assez simple. Avez-vous prévu de réouvrir avec une offre commerciale identique ou allez-vous la restreindre, voire la modifier en termes de nombre de produits, leur variété ou leur prix? Et si oui, avez-vous pensé déjà communiquer sur ces évolutions ou pensez-vous plus judicieux de laisser le client les découvrir au moment de son arrivée? La question en fait est très simple. Déjà, est-ce qu'on modifie ses offres? Est-ce qu'on modifie ses menus? Et si on les modifie, est-ce qu'il faut le présenter en amont ou pas? Peut-être Arnaud, tu peux donner ton avis là-dessus. Nous, on a fait évoluer un petit peu notre offre pour, dans un premier temps, redémarrer progressivement. Il se trouve que on a une activité avec la clientèle professionnelle à laquelle on propose habituellement 3 voire 4 menus différents. Donc déjà cette clientèle-là, on a retiré cette offre-là pour se concentrer sur l'offre pour la clientèle privée. Donc on fait un tout petit peu évoluer l'offre à ce niveau-là. On joue pas sur le prix parce que on voyait absolument pas la question de dégrader notre offre d'une manière ou d'une autre. On a juste condensé un petit peu le choix du menu le soir, au lieu d'en retrouver 3 voire 4 en temps normal, on n'en retrouvera plus que 2. C'est au moins pour la réouverture sur le premier mois, pour pouvoir réouvrir plus facilement et se concentrer sur une qualité que l'on maîtrise et pour pouvoir intégrer plus facilement avec le reste des équipes les différentes procédures à mettre en place. Voilà. Par contre, il va falloir absolument le communiquer en amont pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et qu'un client habitué ne se retrouve pas le bec dans l'eau à se dire bah, je voulais le grand menu avec tel et tel produit. Là, vous avez un menu qui est un peu plus simple. Enfin voilà, il faut communiquer lorsqu'on a un changement de carte, le faire savoir et pas laisser le client le découvrir sur place. Thierry, vous avez votre réponse. Je termine par une dernière qui est de Cyril. On revient presque sur un point de vue technique. Hélène, je pense que tu pourrais y répondre. Avec la RGPD, n'y a-t-il pas trop de risques aujourd'hui à utiliser ces données? Évidemment, on a parlé de fichiers clients, on parle de données. Finalement, comment on les utilise d'un point de vue légal? Est-ce que tu as plus de précision là-dessus? Oui, effectivement, c'est rentré en vigueur il y a quelques temps, la protection des données des clients.
Mais en fait, quand le client en fait, donne des informations, il y a une petite case où il accepte que le restaurant puisse communiquer sa propre communication, mais il ne doit pas revendre les données à l'extérieur. Donc ça, c'est bien spécifié et le client a ça en tête, en considération. Donc effectivement, il faut utiliser les données de ses clients à bon escient. Donc généralement pour la communication interne à l'établissement, que ce soit pour la campagne newsletter, on en parlait, mais ça peut être aussi une autre idée, campagne SMS, parce que généralement quand le client donne ses informations, il donne aussi son numéro de portable. Donc pourquoi pas envoyer une campagne SMS en lieu et place d'une newsletter, ou bien les deux. Ça peut être une solution aussi. Et c'est vrai que je rebondis sur une interview que j'avais eue une fois par rapport au Cardex client d'un directeur qui me disait que finalement le Cardex client, c'est le fonds de commerce virtuel d'un établissement. Et ça, j'ai trouvé ça très juste et pertinent de l'indiquer. Oui, et tu as raison. Alors nous, ce sujet avec Gaston, on connaît bien. Hein. On a été évidemment obligé de proposer le même type, c'est-à-dire que chaque client qui réserve sur Internet a le droit de dire si oui ou non il accepte la newsletter, comme tout le monde finalement, et ça permet de sécuriser son fichier client. On n'a même plus besoin de se poser la question est-ce qu'on peut communiquer ou pas. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, vous regardez maintenant n'importe quel site Internet, vous avez différentes possibilités de collecte de données qui sont mis en place. Donc, concernant le RGPD, ce sont les outils qui travaillent pour les restaurants en amont. Il n'y a pas besoin d'entrevoir un risque derrière cette utilisation des données. Voici pour les questions. Il est un petit peu plus de 16 heures. On est bon, on est dans le timing. Je vous remercie à tous. Merci Guillaume pour toutes ces questions. Merci Arnaud. J'ai l'impression que notre ami Flavien est parti un tout petit peu plus tôt que nous. Merci à toi, Hélène. Je rappelle rapidement, 4 webinaires ont déjà été réalisés en plus de celui-là. Voici le lien, n'hésitez surtout pas à aller les retrouver sur notre page. Encore merci à tous. Merci pour votre participation, merci pour vos réponses. Est-ce que quelqu'un a envie de dire le mot de la fin? Ou pas? Je pense que cette conférence a été très intéressante pour 3 points qui, à mon sens, doivent ressortir et qui sont plus des lignes de conduite à respecter, qui sont le premier qu'il faut, même en période de confinement, je pense que ça a été un avantage, mais qu'il faut continuer à le faire, c'est de tisser du lien avec ses clients. C'est-à-dire qu'un client, c'est pas parce qu'il vient une fois qu'il faut l'abandonner. Il faut continuer à entretenir du lien avec son client. Il faut aujourd'hui lui redonner confiance. Je pense que aussi de pouvoir expliquer toutes les démarches qu'on met en œuvre ne doit pas être anxiogène, et ça c'est le dernier point, c'est-à-dire il ne faut pas en faire de trop non plus, parce qu'à force d'en faire trop, le client va avoir peur et risque de ne pas venir. Exactement. Encore une fois, merci à tous. Je vois une question qui est passée. Est-ce que nous allons maintenir ce type de webinaire? Eh bien, vous le verrez prochainement. Évidemment, ces webinaires ont très bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de demandes et tous les intervenants ont pu évidemment rassurer et donner leur opinion, regarder leur méthode de travail. Donc, certainement que ce type de webinaire évidemment sera renouvelé. Encore merci à tous. Vous avez une page qui vous a été publiée. Vous pouvez suivre nos liens, revoir les webinaires en arrière. Merci à vous encore une fois et excellente journée. Merci, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup.